D'être parmi vous aujourd'hui dans cette nouvelle session de formation organisée par la direction de formation du ministère de la Santé et qui va porter, Inch'Allah, sur l'importance du diagnostic biologique et des biomarqueurs dans la prise en charge du cancer. Avant de commencer, comme on a l'habitude de le faire, on va débuter par un pré-test. Ce n'est pas pour évaluer votre niveau, mais plutôt c'est pour susciter votre curiosité par rapport au contenu de cette formation. Vous pouvez bien sûr participer par réponse sur le chat. Donc, vous pouvez répondre directement sur le chat. On va commencer par la première question qui traite l'aspect biologique du cancer, dans le développement du cancer. La transformation d'une cellule normale en cellule cancéreuse passe par plusieurs étapes. Principalement 3 étapes. Quelles sont ces 3 étapes? Vous avez 4 propositions: mutation génétique, apoptose, guérison, initiation, promotion, progression, inflammation, fibrose, infection, ou bien on va commencer par une métastase, puis prolifération, puis cicatrisation. Qu'est-ce que vous en pensez? La B. D'autres réponses? Voilà, je vois que la plupart d'entre vous ont opté pour la proposition B, donc initiation, promotion, progression. Je ne vais pas vous donner la réponse. Nous allons répondre à cette question durant cette formation, Inch'Allah. Donc, je vois que tout le monde a opté pour la proposition B. On verra par la suite. Je passe à la deuxième question qui concerne la définition d'un biomarqueur tumoral. Quelle est la définition d'un biomarqueur tumoral? Est-ce qu'il s'agit d'une cellule cancéreuse qui va se retrouver dans le sang, ou bien c'est une molécule qu'on va mesurer qui indique la présence d'un cancer, ou bien c'est une mutation génétique au niveau de l'ADN qui présente au niveau de l'ADN de tous les individus, ou bien c'est une protéine spécifique à la chimiothérapie. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? D, B. Donc, il y a des réponses différentes entre B et D. Très bien. On verra la réponse par la suite. Je passe à la troisième question. Le CA15-3, certainement, vous connaissez ce biomarqueur. Est-ce qu'il est principalement utilisé pour le dépistage de cancer du sein chez les femmes jeunes, ou bien c'est pour le suivi des cancers du sein traités, ou bien son utilité, c'est pour le diagnostic des infections respiratoires, ou bien pour le dépistage de cancer colorectal? Je pense que la question, elle est simple. En tant que biologiste, ou bien en tant que clinicien, on sait quelle est l'utilité principale de ce biomarqueur. Très bien, très bien. Je vois que la majorité des réponses ont opté pour la proposition B, et c'est la proposition juste. Le CA15-3 est principalement indiqué pour le suivi du cancer du sein sous traitement. Très bien. Une autre question. Parmi les propositions suivantes, et c'est une question adressée particulièrement aux biologistes. Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond à un piège d'interprétation courant, très fréquent dans le dosage des biomarqueurs? Je parle aussi des biomarqueurs du cancer. Vous avez une seule proposition juste. Leur dosage est toujours spécifique d'un cancer, c'est-à-dire quel que soit le biomarqueur, il est toujours spécifique d'un type de cancer.
Ces biomarqueurs ne varient jamais au cours d'une infection. Ils peuvent être élevés en cas de maladie bénigne, c'est-à-dire en dehors de cancer. On peut trouver un marqueur tumoral élevé. Est-ce que c'est faux? C'est vrai. Ils permettent de conclure à une guérison totale. C'est-à-dire si on va trouver que la valeur de ce biomarqueur elle est négative, on peut conclure que le patient qui était cancéreux est traité, il est guéri à 100%. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? B, A, D. Vous avez une seule proposition juste. Entre A et B, C. Oui. D. Donc ici, vous avez des réponses très hétérogènes. Je ne vais pas vous donner la réponse. On va la voir, Inch'Allah, à la fin de la formation. Très bien. Je termine par la dernière question. Vous avez un patient qui va commencer son traitement. Logiquement, après un traitement, on va voir ce qu'on appelle une lyse tumorale. C'est-à-dire qu'il y aura une lyse, une dégradation de la tumeur. Au cours de cette phase de lyse tumorale, qu'est-ce qu'on va observer? Une chute immédiate de tous les biomarqueurs, une élévation transitoire de certains marqueurs tumoraux, une baisse des enzymes hépatiques uniquement, ou bien une augmentation du taux de calcium. C'est très simple comme question. Allez-y. Le A, le B, B. Très bien, c'est entre A et B. Mais vous avez une seule bonne réponse. Vous saurez la réponse à la fin de la formation. Très bien, je vous remercie pour votre réactivité. Maintenant, on va commencer notre présentation et on va tout d'abord débuter par la problématique. Pourquoi c'est important pour nous, en tant que professionnels de santé, de participer activement dans la prise en charge de cancer. Surtout qu'on est actuellement à l'occasion du mois d'octobre, l'octobre rose, qui est le mois de célébration, de dépistage du cancer du sein. Vous avez ici quelques chiffres sur l'incidence de cette pathologie. En 2024, vous voyez ici environ 21 millions de nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués dans le monde. Et selon les projections de l'OMS, ce nombre va atteindre 30 millions de nouveaux cas par an d'ici 2045, soit une augmentation près de 50%. Quels sont les types de cancers les plus fréquents dans le monde? En tête, on trouve le cancer du sein, malheureusement, le poumon, le cancer colorectal, la prostate et l'estomac. Quelles sont les conséquences de ces types de cancers? Vous voyez ici les chiffres. 10 millions de décès par cancer sont enregistrés chaque année. Et ça, c'est le chiffre de l'année 2024. 10 millions de décès secondaires à un cancer. Le cancer, la mortalité par cancer, c'est la deuxième cause de mortalité mondiale. Vous savez bien que la première cause de mortalité dans le monde, c'est les maladies cardiovasculaires. Donc la deuxième cause de mortalité, c'est le cancer. Quels sont les types de cancers les plus mortels, si on peut dire ça? Le premier type de cancer fatal, avec un taux de mortalité très important, c'est le cancer du poumon. Deuxième cancer, c'est le cancer colorectal. Après vient le cancer hépatique, cancer du sein et cancer de l'estomac. Vous voyez maintenant l'importance de cette problématique et la nécessité d'entamer des programmes de formation pour d'abord la mise à niveau des professionnels de santé et également l'amélioration de la qualité de prise en charge de ces patients.
Avant de parler de vif du sujet, on doit tout d'abord comprendre la biologie de cette maladie. C'est ce qu'on appelle la biologie de cancer. Comment une cellule normale, une cellule saine, se transforme en cellule tumorale, en cellule cancéreuse. Vous voyez ici les trois principales étapes. C'était une question tout à l'heure dans le pré-test. La réponse est la suivante. Pour passer d'une cellule normale à une cellule cancéreuse, on traverse trois étapes. Initiation, promotion et progression. On va commencer par la première étape, l'initiation. Une cellule normale, elle va subir une attaque, une altération. Vous voyez ici, c'est un signal initiateur. Cette altération, elle va provoquer des dommages au niveau de l'ADN, c'est des mutations. Quel type d'altération? C'est des agents, ce qu'on appelle des agents cancérigènes. Ces agents peuvent être une alimentation, peut-être un rayonnement, peut-être un agent toxique tel que le tabac, l'alcool, peut-être des éléments alimentaires tels que les toxines qu'on trouve dans l'alimentation, surtout l'alimentation industrialisée, par exemple les viandes industrialisées, et vous avez également les virus. Il ne faut pas négliger le rôle des virus oncogènes dans le développement du cancer. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Si vous avez des questions, on va laisser ces questions à la fin, Inch'Allah, parce qu'on va aborder le débat. Très bien. Donc, je reviens. On a dit que le primum movens, c'est-à-dire l'événement, le premier événement, c'est une attaque, une altération de matériel génétique de la cellule normale, suite à une agression par un agent cancérigène tel que le rayonnement, tabac, alcool, virus, etc. La conséquence, ça serait quoi? Vous voyez ici, il y aura une cellule qui va porter un matériel génétique modifié, altéré. C'est une mutation irréversible. Mais vous voyez bien que le tissu garde, conserve encore son aspect normal. Donc, on est toujours dans la phase d'initiation. Ici, on peut intervenir. Et c'est l'objectif, justement, c'est de trouver des biomarqueurs qui indiquent la présence de cellules endommagées, d'une cellule tumorale, avant la prolifération, avant d'arriver au stade de prolifération. Et c'est le rôle de biologiste, c'est d'identifier le cancer au stade précoce. La deuxième phase, c'est la phase de promotion. Ici, sous l'action de facteurs de promoteurs, ce qu'on appelle les facteurs promoteurs. Ces facteurs peuvent être des facteurs endogènes, tels que l'inflammation chronique, des hormones, ou bien exogènes, tels que l'alimentation, la sédentarité. Donc, vous voyez qu'il y a des facteurs endogènes et des facteurs exogènes qui peuvent accélérer ce processus tumoral. C'est ce qu'on appelle la promotion. Donc, la promotion, les cellules mutées, vous voyez ici, on était à une seule cellule. Vous voyez le résultat. Ici, vous avez plusieurs cellules. Donc, il y aura une prolifération très rapide. Donc, on aura à la fin un amas de cellules anormales qui commencent à se former. Malheureusement, cette phase, elle est réversible. Plutôt heureusement que cette phase, elle est réversible. C'est-à-dire, si on arrive à supprimer les promoteurs et traiter cet amas de cellules anormales, on peut guérir le patient, on peut guérir le cancer. Le problème qui se pose, c'est si on ne va pas corriger à cette première et cette deuxième phase, on va arriver au stade de progression. Ici, il y aura un autre changement, c'est des nouvelles mutations, c'est des dommages nouvelles qui vont s'associer aux mutations initiales, à l'agression initiale, et la cellule devient plus agressive. Donc ici, la cellule devient plus agressive. Et vous avez ici les stades par lesquels on va passer de la promotion à la progression. Vous avez l'angiogénèse. L'angiogénèse, c'est quoi?
C'est la capacité de la cellule tumorale à former des nouveaux vaisseaux sanguins. C'est l'angiogénèse, c'est la synthèse, c'est la biogénèse des vaisseaux sanguins. Donc, création de nouveaux vaisseaux. Pourquoi ces cellules tumorales elles vont créer des nouveaux vaisseaux? C'est pour se nourrir. Voilà, c'est ça ce qui fait la différence entre une cellule normale et une cellule tumorale. La cellule tumorale se multiplie plus rapidement qu'une cellule normale. Elle a besoin de beaucoup de nutriments. Comment elle va avoir cet apport? Elle va former des nouveaux vaisseaux. C'est l'angiogénèse. Deuxième événement, c'est la migration et l'invasion. Les cellules cancéreuses elles vont pénétrer dans les tissus environnants et vont envahir les vaisseaux. Et la phase finale, malheureusement, c'est la métastase. La métastase, c'est que ces cellules tumorales elles vont arriver au niveau de la circulation, soit via les vaisseaux sanguins, soit via la voie lymphatique, et vont voyager, vont migrer vers d'autres organes. Un cancer du sein va donner une métastase osseuse, une métastase cérébrale, pulmonaire, etc. C'est ça le risque si on va arriver à ce stade de progression. Donc le cancer à ce stade devient très agressif, invasif et potentiellement métastatique, ce qui rend malheureusement le traitement très, très complexe. Voilà, ça c'était juste un aperçu sur la biologie de cancer. On arrive maintenant à la définition d'un biomarqueur. C'est quoi un biomarqueur, par définition? Un biomarqueur tumoral, c'est une molécule qu'on va mesurer. Donc, vous avez les mots-clés ici, une molécule mesurable, qui est présente où? Dans un fluide biologique. Le sang, les urines, la salive, le sperme, ou bien des tissus, ou bien dans n'importe quel fluide biologique. Et dans la présence, ou bien la variation, quantitative, qualitative, est associée à un processus biologique, en particulier le développement, la progression ou bien la réponse au traitement. Donc, il est utilisé pour évaluer le développement d'un cancer ou bien la progression, c'est les marqueurs pronostiques, ou bien un marqueur de réponse au traitement. Quels sont les différents types de biomarqueurs qu'on peut utiliser, qu'on peut rencontrer? Il y a ce qu'on appelle les biomarqueurs génomiques, c'est-à-dire on va chercher au niveau de l'ADN des mutations qui indiquent la présence de ce cancer. Vous avez l'exemple des mutations BRCA1, BRCA2, le cancer du sein. Vous avez le type, également l'exemple des mutations EGFR, le cancer du poumon, mutation KRAS, etc. Ou bien, on va chercher des biomarqueurs de type transcriptomique, c'est-à-dire on va chercher l'ARN messager. Vous avez également ici des ARN, des micro-ARN qui sont surexprimés en cas de présence de cellules tumorales, notamment dans le cas du cancer du sein. D'autres types, c'est les biomarqueurs protéomiques. Et d'ailleurs, c'est les biomarqueurs les plus utilisés, ce qu'on appelle les marqueurs tumoraux. Donc, vous avez des marqueurs spécifiques pour chaque type de cancer. CA15-3, par exemple, pour le cancer du sein, le PSA pour le cancer du prostate, CA125 pour le cancer de l'ovaire, etc. Ça, c'est les biomarqueurs protéomiques. Quand vous avez également des biomarqueurs métabolomiques, c'est des métabolites de la cellule tumorale. Donc, on peut détecter la présence d'une cellule tumorale en mesurant, en quantifiant ou bien en cherchant des métabolites de ces cellules tumorales, tels que les lactates, les transaminases ou bien d'autres biomarqueurs spécifiques. Et à la fin, on trouve ce qu'on appelle actuellement les cellules tumorales circulantes. C'est un autre type de biomarqueur qui est utilisé actuellement. C'est quoi ce biomarqueur? C'est la recherche de cellules de cancer qui sont détachées de la tumeur primitive pour circuler dans le sang. Donc, une cellule tumorale elle va se détacher de la prostate ou bien du sein et elle va se retrouver dans le sang. Et nous, biologistes, on va chercher ces cellules tumorales circulant dans le sang. C'est un moyen utilisé surtout pour étudier la dissémination, c'est-à-dire le stade de pré-métastase. D'accord? Ou bien, après traitement, on peut également chercher ces cellules pour identifier ou pour détecter précocement une maladie résiduelle. C'est-à-dire qu'il y a un risque de rechute ou bien de récidive si on va trouver qu'il y a des cellules tumorales qui se trouvent toujours dans la circulation. Maintenant, on va parler de l'intérêt des biomarqueurs.
quelles sont les indications des biomarqueurs dans la prise en charge du cancer. J'ai essayé de résumer ces indications sur ce schéma. Et vous voyez ici qu'il y a 6 phases, ou bien 6 étapes dans la prise en charge du cancer. Vous avez la prévention, la détection, la phase pré-traitement, le traitement, la récupération, la réhabilitation et la promotion de santé. On va commencer par la première phase, stade prévention, pré-diagnostic, ce qu'on appelle le stade pré-diagnostic. Cette phase concerne surtout les interventions avant l'apparition des signes cliniques, parce qu'on est dans la phase pré-diagnostic. Quel est l'objectif ici? L'objectif, c'est de réduire l'incidence ou bien détecter précocement les cancers. Vous avez 2 indications. Dépistage, c'est quoi le dépistage? C'est-à-dire chercher l'existence de cancer avant l'apparition des signes cliniques. Et c'est ce qu'on appelle actuellement les campagnes de dépistage. Et il y a des campagnes de dépistage avec des examens radiologiques, mais il existe également des campagnes de dépistage avec des moyens biologiques, tels que le test HPV, on le fait souvent, pour le dépistage de cancer du col de l'utérus. Ou bien il y a aussi le test hémoculte qu'on utilise pour le dépistage de cancer colorectal. Ça, c'était pour la phase pré-diagnostic. Deuxième phase, c'est la phase, le stade diagnostic. On est ici, le stade diagnostic. Ici, l'utilité des biomarqueurs, c'est surtout pour classer le type de cancer, par exemple le grade, le stade, et aussi pour stratifier le patient. C'est ce qu'on appelle le profil biologique de patient. Pourquoi? Pour identifier quel est le meilleur traitement pour ce patient. C'est ce qu'on appelle les tests biologiques compagnons. C'est la tendance actuellement, c'est en vogue, l'utilisation de ces biomarqueurs pour stratifier les patients. C'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée et trouver le médicament, le traitement le plus approprié. La troisième phase, c'est l'application de biomarqueurs en stade pré-thérapeutique. En stade pré-thérapeutique, c'est la même chose. Ici, c'est d'identifier éventuellement les cas de thérapie, c'est-à-dire qu'ils vont donner une réponse au traitement, ou bien le cas de résistance. Donc, on va participer dans la sélection, en tant que biologiste, la sélection des patients et la sélection aussi du traitement le plus adapté en fonction du profil biologique du patient, et aussi pour évaluer la réponse au traitement, réorientation thérapeutique adaptée en cas d'échec ou bien d'absence de cible thérapeutique, mais aussi de surveiller la réponse biologique au traitement. C'est ce qu'on appelle la pharmacodynamique. Le quatrième stade, c'est l'application de traitement au stade de survie, en post-traitement. Ici, le biomarqueur il va être utilisé pour évaluation de risque de récidive, est-ce que le cancer va revenir, ou bien de rechute. Donc, on va avoir des marqueurs de détection précoce de retour de la maladie. C'est l'exemple de CA125 ou bien le CA15-3, le cancer du sein et le cancer de l'ovaire, mais aussi pour un dépistage secondaire, c'est-à-dire surveillance de nouveaux cas de cancer chez les patients survivants. Cinquième stade, c'est l'application survie prolongée, c'est-à-dire à long terme. À long terme, on peut utiliser des biomarqueurs pour le suivi et pour évaluer également le risque tardif ou secondaire de rechute, parce qu'il y a toujours le risque de rechute, mais aussi utiliser des biomarqueurs dans le développement de nouvelles thérapies. C'est-à-dire, on va essayer d'utiliser ces biomarqueurs pour adapter la surveillance et aussi améliorer la qualité de vie des patients survivants. Actuellement, quels sont les biomarqueurs les plus utilisés qu'on retrouve souvent en pratique? Bien sûr, ici, c'est à titre d'exemple, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. Si vous voulez avoir une liste exhaustive, je pourrais partager avec vous des références qui traitent en détail tous les biomarqueurs utilisés en cancérologie. Ici, c'est juste à titre d'exemple. Vous voyez le CA15-3, le biomarqueur phare de néo du sein, le CA15-3, le cancer du sein. Vous avez aussi le CA125 utilisé dans le néo de l'ovaire, cancer de l'ovaire.
bêta-HCG dans le cancer testiculaire, PSA, cancer de prostate, il y a aussi des cancers digestifs. Les cancers digestifs, vous avez l'AFP, la photoprotéine, et l'ACE, cancer de l'ovaire, l'ACE, CA19-9, cancer du côlon, pancréas, etc. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez qu'il y a des chevauchements dans les cercles. Et ça, c'est exprès. J'ai fait ça exprès. C'est pour vous montrer qu'il n'y a pas de marqueur spécifique. Il y a souvent des marqueurs communs. Par exemple, ici, pour le foie, on trouve l'ACE et l'AFP. L'ACE, il n'est pas spécifique du foie. On peut également l'utiliser pour le suivi de cancer du côlon, colorectal. La même chose pour le CA19-9. Il n'est pas spécifique du pancréas. On peut le retrouver également dans le cancer du côlon. Donc, vous voyez qu'il y a toujours des chevauchements. Justement, c'est pour vous informer, c'est pour vous préciser qu'il n'y a pas un type de cancer spécifique à 100%. Il n'y a pas plutôt un type de biomarqueur spécifique à 100% d'un type de cancer. Il n'y a pas cette notion de spécificité. Et on va en parler avec plus de détails lorsqu'on va aborder la notion de piège d'interprétation. En tant que biologiste, pour pouvoir interpréter correctement le résultat d'un biomarqueur tumoral, je dois connaître cette cinétique. C'est important. C'est ce qu'on appelle la cinétique des biomarqueurs. Vous voyez ici, ce schéma représente l'évolution d'un biomarqueur tumoral. Vous avez ici concentration sérique. Donc, on est ici dans le point du départ. C'est une population normale. Donc, en phase initiale, un sujet normal, un sujet sain, la concentration d'un marqueur tumoral, elle se retrouve toujours dans la valeur normale. C'est dans cette zone verte. La zone verte représente le sujet sain. Donc, le biomarqueur se trouve dans les valeurs normales. Après, vous voyez ici, le développement du cancer, le cancer in situ. Ici, on est dans la phase initiale, hein, la phase initiation et promotion. Vous voyez qu'il y a une élévation progressive de ce biomarqueur. Donc, il y a en quelque sorte une courbe qui monte progressivement, qui indique la présence in situ de cellules tumorales. On est dans cette phase. Après, vous voyez, plus on avance dans la progression et dans le développement de cancer, plus la valeur de marqueur tumoral augmente jusqu'à arriver au point maximal, c'est la pointe maximale. Et si vous avez une activité tumorale maximale, très élevée. Et à ce stade, malheureusement, on est arrivé à la phase de dissémination métastatique. C'est-à-dire que les cellules tumorales commencent à se détacher de foyers primaires, de cancer primaire, pour migrer vers d'autres organes, malheureusement. Si on va commencer le traitement, on peut également utiliser les biomarqueurs pour évaluer l'efficacité thérapeutique. Donc, on va commencer le traitement. Vous voyez que dès qu'on commence le traitement, on va remarquer qu'il y a une baisse progressive de la valeur de ce marqueur tumoral. Et parfois, on peut même revenir aux valeurs normales. Le taux de biomarqueur tumoral va retourner à la valeur normale, si le traitement, bien sûr, était efficace. Donc, il y aura une diminution significative qui indique qu'il y a une bonne réponse thérapeutique. Après la fin de la phase de traitement, on va toujours faire le suivi biologique de ce patient. Si on va remarquer qu'il y a une augmentation significative de ce marqueur tumoral, on peut évoquer également ici le cas d'une récidive, d'une rechute. Donc, une élévation, une nouvelle élévation de ce biomarqueur après un traitement peut précéder cliniquement une rechute tumorale. Mais il faut faire attention. Dans l'interprétation, on ne va pas prendre uniquement la valeur de ce biomarqueur tumoral. L'interprétation doit prendre en considération tout le contexte du patient, le contexte clinique, biologique, nutritionnel,
tout. On ne peut pas poser un diagnostic ou bien poser une décision sur la base d'un seul critère ou bien une seule valeur. Voilà, ça c'est important pour vous de connaître cette évolution de ces biomarqueurs. Mais je dois vous avertir que ce profil n'est pas typique. C'est-à-dire que parfois, dans certains types de cancers et pour certains types de biomarqueurs, on peut avoir une progression tumorale sans augmentation de la concentration du marqueur tumoral, malheureusement. Et on peut avoir une rechute sans changement significatif dans la valeur du marqueur tumoral. C'est pour cette raison qu'il est important pour nous, biologistes, et même pour les cliniciens, de connaître quels sont les pièges d'interprétation de ces biomarqueurs tumoraux. Parmi les principaux facteurs de pièges d'interprétation des biomarqueurs tumoraux, c'est le non-respect de la phase préanalytique. C'est important de respecter les conditions préanalytiques. Quelles sont les conditions? Commençons par le type de prélèvement. Dans la plupart des cas, pour la majorité des marqueurs tumoraux, les dosages peuvent être réalisés soit sur sérum, soit sur plasma. De préférence, tube hépariné ou bien tube EDTA. Le jeûne, il n'est pas obligatoire pour le dosage des biomarqueurs tumoraux. Il est facultatif. Deuxième conseil, attention aux caillots de fébrine. La présence même de traces de microcaillots résiduels de fébrine peut affecter considérablement le dosage des biomarqueurs tumoraux, surtout l'immunodosage. Donc faites attention, surtout si vous avez travaillé sur tube sans anticoagulant, c'est-à-dire sur tube sec, il faut laisser le délai de coagulation pour ne pas avoir des microcaillots ou bien des fibrines, des traces de fibrine dans votre prélèvement. Parce que c'est invisible, parfois c'est des filaments invisibles qu'on ne peut pas identifier à l'œil nu. Et malheureusement, ces filaments peuvent affecter le dosage sur votre appareil. Pour la centrifugation, il y a une condition ici, il faut centrifuger dans l'heure qui suit le prélèvement. Respectez ce délai, maximum 2 heures. Il ne faut pas dépasser les 2 heures. Sinon, vous aurez une dégradation de ces biomarqueurs dans les prélèvements. Il est conseillé également de réduire au minimum la durée de conservation de l'échantillon, surtout si vous n'allez pas faire le dosage dans l'immédiat. Si vous allez déférer votre dosage, il faut conserver votre échantillon à moins 20 degrés Celsius. Un autre conseil, si vous allez conserver votre prélèvement, évitez les cycles de congélation-décongélation, c'est-à-dire il ne faut pas décongeler et congeler plusieurs fois votre prélèvement. Ça pourrait dégrader des biomarqueurs dans votre prélèvement. Un autre conseil aussi pour le prélèvement, la qualité de prélèvement, éviter toute hémolyse, parce que c'est une raison de rejet de prélèvement. Il ne faut jamais doser des biomarqueurs tumoraux sur un prélèvement hémolysé. Certaines interférences analytiques peuvent également influencer le dosage. C'est surtout la biotine. Arrêtez la supplémentation en biotine, surtout à forte dose, avant de faire le prélèvement. L'EDA, 24 heures avant le prélèvement. La biotine, elle est très utilisée actuellement, même en Algérie, soit comme supplément ou bien pour les produits cosmétiques. C'est l'exemple ici de ce produit qui est utilisé pour le traitement des cheveux. Donc, actuellement, le traitement des cheveux, il y a des molécules qui utilisent la biotine. Donc faites attention, une supplémentation en biotine à forte dose peut fausser les résultats de dosage des biomarqueurs tumoraux. Il est primordial, impératif d'arrêter la supplémentation 24 heures avant le dosage. Il est également préconisé de réaliser le dosage des biomarqueurs tumoraux toujours dans le même laboratoire et avec la même méthode. Pourquoi? Afin d'assurer une comparabilité entre les résultats. La comparabilité optimale est assurée si on va utiliser la même méthode. Même si vous voulez changer de laboratoire, mais vous insistez sur la même méthode. Et ça, c'est l'idéal. Pourquoi? Parce que tout changement
peut provoquer un problème dans le suivi biologique. Vous avez ici l'exemple, je vous en laisse l'exemple, de la variabilité de deux biomarqueurs, le CA19-9, qui est utilisé dans le cancer colorectal, et l'ACE, qui est le biomarqueur universel, qui n'est pas spécifique. Vous voyez le taux de variabilité entre les techniques, entre les laboratoires, c'est 25% pour le CA19-9 et 17% pour l'ACE. C'est énorme. Et ça pourrait impacter la décision clinique. Donc faites attention, s'il vous plaît, pour le suivi de votre patient, l'idéal, c'est de faire le dosage dans le même laboratoire et avec la même technique. On est arrivé maintenant au piège d'interprétation. Il existe plusieurs sources de pièges et de difficultés d'interprétation. J'ai pris les trois principaux facteurs qui peuvent provoquer des pièges d'interprétation, à savoir la spécificité, la sensibilité et les interférences analytiques et préanalytiques. On commence par le premier facteur, c'est la spécificité limitée et l'élévation non tumorale. C'est-à-dire, la majorité des biomarqueurs ne sont pas spécifiques au cancer. On peut avoir une augmentation des cancers dans d'autres situations. Exemple, il y a des pathologies bénignes qui peuvent provoquer une augmentation de biomarqueurs tumoraux. C'est le cas de PSA, le prostate spécifique antigène. C'est un biomarqueur tumoral utilisé pour le suivi de cancer de prostate. Ce biomarqueur est souvent augmenté en cas d'hyperplasie bénigne de la prostate ou bien en cas d'inflammation de prostate. Donc, vous voyez bien, toute augmentation de PSA n'est pas forcément associée à une tumeur maligne de la prostate. On peut avoir des pathologies bénignes qui donnent une augmentation de ce biomarqueur. Deuxième situation, c'est les inflammations et les infections. Faites attention dans l'interprétation des résultats des biomarqueurs dans ces situations. Les processus inflammatoires chroniques et les infections peuvent donner des taux élevés des biomarqueurs tumoraux. Ils peuvent fausser l'interprétation. Donc faites attention. Troisième situation, c'est les situations physiologiques de grossesse ou bien menstruation qui peuvent également influencer le dosage de certains biomarqueurs tels que l'ACG et le CA127. Ces situations peuvent donner des faux positifs qui peuvent entraîner des examens invasifs inutiles. C'est-à-dire, si le biologiste ou le clinicien ne prennent pas en considération ces situations, ces pièges d'interprétation, on peut avoir des faux positifs, c'est-à-dire des patients sains diagnostiqués à tort avec des cancers, et on peut demander des examens invasifs inutiles. On va demander, je ne sais pas, des biopsies, des ponctions, des scanners, des IRM, ou bien des examens invasifs, mais d'une façon inutile. Donc c'est important pour nous de connaître ces pièges d'interprétation et cette limite de spécificité de ces biomarqueurs. Deuxième situation, c'est la sensibilité limitée en présence de cancer actif, c'est-à-dire certains types histologiques. Je ne parle pas de cancer, c'est-à-dire dans le même type de cancer, par exemple cancer du sein, cancer de l'ovaire, selon le type histologique. Il y a des types histologiques qui sécrètent les biomarqueurs, il y a d'autres non. Faites attention. Il y a des cancers qui ne sécrètent pas des biomarqueurs tumoraux. Certains types histologiques de cancer n'expriment pas ou expriment peu les biomarqueurs tumoraux. Donc, il faut faire attention. Vous avez ici un exemple. C'est ce qu'on appelle le cancer du sang triple négatif. C'est un cancer très péjoratif. Pourquoi? Parce qu'il est silencieux et peut se développer avec des taux de séquence3 dans les normes. Même avec un stade avancé. La patiente est à un stade avancé, la valeur de séquence3, elle est dans les normes. Faites attention, s'il vous plaît. Séquence3 dans les normes n'élimine pas la présence de niobus. Il y a des cas
Il y a des types histologiques du cancer du sein qui ne sécrètent pas de CA15-3. Deuxième situation, le petit volume tumoral, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une proportionnalité parfois entre la taille de la tumeur et le cancer. C'est le problème de sensibilité, malheureusement. Les biomarqueurs sont souvent moins sensibles ou plus sensibles au stade avancé. C'est-à-dire, la tumeur à faible volume ne provoque pas toujours une augmentation de la valeur de biomarqueur tumoral. Il faut arriver à des stades avancés avec une grosse tumeur pour pouvoir détecter des taux élevés de CA15-3 ou bien de CA125 ou bien de PSA. Ici, vous avez l'exemple aussi, c'est très particulier, c'est l'exemple de PSA. Un cancer de prostate localisé de petit volume peut ne pas s'exprimer par un taux de PSA élevé. Le taux de PSA reste toujours au-dessus de seuil, par exemple de 4 ou bien de 3,5 nanogrammes par litre. Donc faites attention. Même aussi pour le foie. Les tumeurs de petite taille, des petits carcinomes hépatocellulaires, souvent ne s'expriment pas avec une augmentation des biomarqueurs tumoraux. Donc c'est très important de prendre en considération le volume tumoral dans l'interprétation. Troisième limite, toujours dans le problème de sensibilité, c'est des limites techniques par rapport aux tests utilisés. Donc certains kits de dosage n'ont pas une sensibilité suffisante pour détecter des faibles concentrations de ces biomarqueurs. Ça, c'est un problème analytique, purement technique. Et aussi, il y a ce qu'on appelle le délai. Le délai. Si on va faire le prélèvement très précocement, on risque d'interpréter à tort l'absence de cancer. C'est-à-dire le médecin peut faussement rassurer le patient qu'il n'y a pas de cancer. Pourquoi? Parce qu'il va trouver que le taux de biomarqueur est dans les normes, mais l'anomalie, le piège c'est quoi? C'est qu'elle a fait le prélèvement très précocement, avant l'expression biologique de ce tumeur. Le tumeur s'exprime biologiquement par la sécrétion de biomarqueurs. Si on va faire le prélèvement précocement, certains biomarqueurs manquent de sensibilité. Donc, on ne va pas détecter la présence de tumeur. C'est pour cette raison, ici, il faut toujours prendre en considération le contexte clinique et les autres éléments, les autres arguments pour poser le diagnostic. Les conséquences cliniques, si on ne va pas prendre en considération ces pièges, malheureusement, on va rassurer le patient, on va provoquer un retard au diagnostic. Et malheureusement, il y aura un impact sur la qualité de prise en charge des patients. Ce piège de manque de sensibilité est particulièrement dangereux en cas de dépistage. Si on va organiser une campagne de dépistage et on va utiliser des tests qui manquent de sensibilité, qui ne sont pas sensibles, ou bien qui ne sont pas corrélés à la taille de la tumeur, on risque de générer des gros problèmes. Et aussi, la deuxième situation, c'est dans la surveillance. Lorsqu'on va faire la surveillance d'un patient, si on va se baser sur un paramètre qui manque de sensibilité, on risque de ne pas détecter une rechute à temps. Donc, faites attention, s'il vous plaît. Troisième situation, c'est l'interférence ou les interférences analytiques et préanalytiques. Ici, elle concerne la phase de prélèvement, de transport, préparation des patients, prélèvement, etc. Et d'ailleurs, ce sont les causes les plus fréquentes dans les pièges d'interprétation de façon générale, au niveau du laboratoire. Exemple, vous avez des prélèvements inappropriés, soit suite à une hémolyse, donc une fausse élévation ou bien une fausse baisse des biomarqueurs, tout dépend de la technique. Le mauvais tube, on a mal choisi le type de l'anticoagulant, le type de prélèvement, ou bien le délai
trop lent avant l'analyse. Pourquoi? Parce qu'il y aura une dégradation des biomarqueurs, donc on va avoir des résultats faussement bas. Deuxième situation, c'est les conditions cliniques récentes, c'est-à-dire que c'est des antécédents récents. Ici, il faut faire attention. Certains biomarqueurs sont influencés par l'exercice physique. L'effort peut affecter la valeur de biomarqueurs. Vous avez le toucher rectal, surtout pour PSA. Toucher rectal peut provoquer une augmentation de PSA. D'ailleurs, il est indiqué, il est recommandé de ne pas doser le PSA si le patient a fait récemment un toucher rectal. Vous avez l'inflammation, surtout l'inflammation chronique, les infections et la prise de certains médicaments qui peuvent également affecter les résultats des biomarqueurs. Troisième situation, c'est les interférences analytiques. Ici, vous avez des anticorps endogènes, des anticorps exogènes, surtout ce qu'on appelle les anticorps hétérophiles, des auto-anticorps endogènes qui peuvent également provoquer des erreurs dans le dosage. Et bien sûr, vous avez la notion de variabilité entre les kits de dosage. Faites attention, il y a une grande variabilité entre les techniques de dosage des biomarqueurs tumoraux actuellement dans le monde et notamment en Algérie. Donc, il faut prendre en considération ces biomarqueurs. Quelles seraient les conséquences de ce type d'interférence analytique-préanalytique? On risque d'avoir des faux positifs, comme on risque également d'avoir des faux négatifs ou bien des résultats non fiables et non interprétables. La solution, c'est quoi? C'est toujours de respecter les phases, les conditions, strictement les conditions de phase préanalytique. Maîtriser la phase analytique, c'est le rôle de biologiste, bien sûr. Recueillir les informations cliniques pertinentes, surtout pour les antécédents. Les actes récents, les traitements récents, les antécédents personnels, les activités du patient, c'est important de prendre en considération. Et aussi répéter les dosages en cas de doute ou bien en cas d'incohérence. C'est très important. Il ne faut pas rendre un résultat si vous n'êtes pas sûr de ce résultat. Répétez le dosage si vous n'êtes pas sûr, s'il y a un doute, s'il y a une incohérence avec la clinique, avec l'anapathe, avec la radiologie. Il faut toujours répéter, refaire le dosage. Et aussi, le point le plus important, c'est travailler en collaboration, en étroite collaboration avec le clinicien. Le dialogue clinicien-biologiste va nous permettre de donner des résultats plus fiables et plus pertinents avec une interprétation intégrée. Alors ça, c'est le point le plus important pour éviter ces pièges d'interprétation. On va terminer notre présentation avec un cas clinique dans lequel on va essayer d'appliquer les notions qu'on a vues durant cette formation. Alors, il s'agit d'une madame Nadia, âgée de 49 ans. Le contexte était atteint de néo du sang, traité, ça fait 3 ans. Vous avez ici le détail. Néo du sang, stade 2, RH positif, HER2 négatif. Cette patiente a été traitée, bien sûr, par un traitement chirurgical, mastectomie, et suivie par une chimiothérapie et hormonothérapie. Et bien sûr, elle a bénéficié d'un suivi régulier jusqu'à maintenant, sans récidive connue. Ça, c'était le contexte. Lors de son contrôle, il faut noter les éléments clés. Donc, vous avez une patiente connue, traitée pour cancer du sein depuis 3 ans. Le traitement était un traitement chirurgical et associé à une chimiothérapie, hormonothérapie. Et bien sûr, elle bénéficie d'un suivi régulier. Lors de son dernier contrôle, elle a fait un bilan biologique et on a trouvé les résultats suivants. Comment vous interprétez ce bilan? Alors, qu'est-ce que vous voyez? Et pour vous faciliter la tâche, je vais donner le résultat avec les valeurs de référence. Et quel est le type
d'examen qui posent problème dans ce bilan? Vous pouvez répondre sur le chat, hein. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Très bien. Très bien, on remarque que l'ensemble des paramètres de bilan se trouve dans les normes, à l'exception d'un seul paramètre. C'est le CA15.3. Vous voyez ici, la valeur de CA15.3 presque est le double de la valeur seuil. Très bien. Donc, tout le monde a remarqué cette augmentation. La question est la suivante. Comment on interprète ce chiffre? Est-ce que cette augmentation indique forcément une récidive ou bien une rechute de cancer du sein? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette augmentation de la valeur de CA15.3 indique forcément une rechute ou bien récidive? Et j'insiste sur le mot forcément. Très bien, pas forcément. Vous avez raison. Une augmentation de CA15.3 n'indique pas forcément une rechute ou bien récidive au niveau du sein. Donc, il ne faut pas alarmer la patiente. Faites attention, il ne faut pas annoncer de mauvaises nouvelles en se basant sur une augmentation de CA15.3. La réponse est non. Une élévation modérée de CA15.3 n'est pas spécifique d'un cancer. Elle n'indique pas forcément une rechute. Elle peut être aussi associée à d'autres causes. D'autres causes, on va voir. Ici, l'objectif de cette question, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas interpréter et prendre une décision sur la base d'un seul résultat, d'un seul paramètre. C'est illogique. Ce n'est pas fondé. Notre décision doit être fondée. C'est pour cette raison que je vous pose la question suivante. Quelles informations faut-il rechercher avant de conclure à une rechute? C'est ça le plus important. Avant de dire qu'il s'agit d'une augmentation associée à une rechute ou non, qu'est-ce qu'il faut demander? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme information? Qu'est-ce qu'on a parlé tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on a évoqué? La notion de contexte. Quel type de contexte? Pour éviter les pièges d'interprétation. Qu'est-ce qu'il faut voir comme information sur le patient? Allez-y. Très bien. Le contexte clinique, les antécédents, résultats antérieurs, l'imagerie, le traitement. Très bien, bravo. Donc, on va voir toutes ces informations pour pouvoir prendre la bonne décision et annoncer, bien sûr, la bonne nouvelle. Très bien. Donc, on doit tenir compte de contexte clinique, des symptômes, les habitudes, même les habitudes alimentaires, activité physique, et tout facteur pouvant fausser l'interprétation. Médicaments, compléments alimentaires, supplémentation vitaminique, tout ça, je dois le prendre en considération dans l'interprétation des biomarqueurs tumoraux. Sinon, je serai piégé, malheureusement. Et je peux alarmer et créer une situation de panique et demander des examens peut-être invasifs d'une façon inutile. Bravo, vous avez compris le principe ou l'objectif de cette question. Il ne faut jamais interpréter un seul résultat isolé. Il faut toujours le prendre dans son contexte clinique, radiologique, symptômes, habitudes alimentaires, traitement, de tout.
C'est pour cette raison, le clinicien, avant d'interpréter, il a fait ce qu'on appelle l'anamnèse, il a pris en considération le contexte clinique. Ça, c'est le contexte clinique de notre patiente. La patiente, elle est asymptomatique. Elle n'a ni douleur, ni rien du tout. Fièvre, ni malaise, pas de symptômes. Pas de symptômes spécifiques. Hein. Aucun signe de rechute à l'examen clinique. Dans l'anamnèse, le clinicien n'a pas remarqué des signes cliniques de rechute. Pas de douleur osseuse, pas de toux, pas d'amaigrissement, pas de perte de poids. La patiente, dans les antécédents, elle a déclaré qu'elle a un antécédent récent de bronchite infectieuse traitée par antibiotiques il y a 2 semaines. Sur l'imagerie de surveillance, mammographie et scanner thoracique, bien sûr, ça fait 3 mois, tout est normal. La question, qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous remarquez qu'il y a un antécédent récent de bronchite. C'est l'événement remarquable, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de particulier dans l'anamnèse et dans l'interrogatoire et sur l'imagerie. Ce qui est remarquable, c'est que la patiente avait une bronchite infectieuse traitée il y a 2 semaines. La question qu'on doit se poser, que penser de cette bronchite dans le contexte? Est-ce qu'il y a une association, est-ce qu'il y a une relation entre cette situation de bronchite infectieuse et l'augmentation de la CA15-3 qu'on a remarqué dans le bilan? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça se pourrait qu'il y ait une association ou non? On a déjà évoqué cette notion tout à l'heure. Ça se pourrait, oui, ça se pourrait, non. Ça reste une hypothèse. Oui, ça reste une hypothèse. Tout simplement. D'ailleurs, c'est toujours, on est dans la probabilité. Une infection respiratoire peut, j'ai bien précisé, peut, c'est une probabilité, peut entraîner une élévation transitoire de CA15-3, même sans pathologie tumorale active. N'est-ce pas? Mais ça reste une hypothèse. Est-ce qu'on est sûr que cette augmentation de CA15-3 est secondaire à cette infection respiratoire? On n'est pas sûr, malheureusement. On n'est pas sûr à 100%. On ne peut pas rassurer la patiente. Comme on ne peut pas également créer une situation de panique. Ça reste toujours des probabilités. Alors, je vous pose la question. Quelle est la meilleure conduite à tenir? Quelle serait votre conduite dans cette situation? Qu'est-ce que vous devez faire? Allez-y. On ne peut ni rassurer, ni alarmer. Faire un autre marqueur, possible. Refaire l'analyse après une période, très bien. Demander un deuxième prélèvement, oui, possible. Il faut éliminer l'erreur analytique ou bien préanalytique. Traiter et recommencer le dosage. Qu'est-ce qu'on va traiter? Traiter le bronchite. La bronchite a été traitée déjà. Refaire tout, oui. Refaire un bilan possible. Éviter les effets antibiotiques. Il y a plusieurs facteurs, justement, il y a plusieurs facteurs. On ne peut pas tout contrôler. Refaire les biomarqueurs après repos, c'est-à-dire après guérison, possible, oui. Compléter les explorations, oui. Il n'y a pas vraiment une conduite idéale, bien sûr. Ce qui est recommandé, ne pas alarmer la patiente, bien sûr, et ne pas la rassurer aussi, mais il est recommandé de refaire le dosage après résolution complète de l'épisode infectieux. Vous avez entièrement raison. Il faut d'abord dépasser cet épisode de bronchite infectieuse
4 à 6 semaines et refaire le dosage. Est-ce que vous êtes d'accord pour cette démarche? Très bien, donc on est d'accord. Pour voir, l'objectif ici c'est quoi? C'est pour voir est-ce que cette augmentation de C15-3, elle est permanente ou bien transitoire. Et ça, c'est ce qu'on appelle le raisonnement clinique. Il ne suffit pas d'interpréter des chiffres et des radiologies ou bien des scanners. Il faut avoir le raisonnement clinique. Il faut avoir ce raisonnement pour prendre la bonne décision. Ici, vous êtes devant une augmentation inattendue d'un biomarqueur tumoral chez une patiente traitée pour néo du sein et suivie pendant 3 ans, sans anomalie remarquable ni sur l'imagerie ni sur le plan clinique. Tout d'un coup, suite à un bilan, on remarque qu'il y a une augmentation de CA15-3. Et tout est normal, que ce soit sur le plan biologique, imagerie ou bien clinique. Qu'est-ce qu'on suspecte? On suspecte qu'il y a un autre facteur qui a provoqué cette augmentation. Le premier réflexe, il faut vérifier d'abord, est-ce que cette augmentation, elle est permanente ou bien transitoire? Pour vérifier ça, il faut refaire le bilan après certaines périodes. Ici, on a pris la période de 4 à 6 semaines, largement suffisante pour dépasser cet épisode infectieux. Je vous donne maintenant le résultat. Après 6 semaines, on a refait le bilan, en particulier le CA15-3, et on a trouvé ces chiffres. CA15-3 à 24, clinique toujours rassurante, patiente asymptomatique, pas d'anomalie à l'imagerie. Alors, quelle serait votre conclusion? Comment vous interprétez cette évolution? Oui, vous avez éliminé le risque de rechute. OK. Donc, cette élévation transitoire était probablement, on reste toujours dans la probabilité, hein, faites attention, on n'est jamais sûr, probablement liée à une infection, oui, et pas à une tumeur. Tout à fait, oui. Donc, la conclusion qu'on peut tirer à ce stade, bravo, vous avez trouvé la réponse, l'élévation de CA15-3 chez cette patiente était probablement liée à l'infection bronchique et n'est pas à une récidive ou bien rechute de la tumeur. Tout à fait. Bravo. Quelles sont les leçons à tirer? Conclusion, c'est important pour nous. Ce cas met en évidence plusieurs pièges d'interprétation. Premièrement, le marqueur CA15-3, il manque de spécificité. Il n'est pas spécifique à 100% de cancer du sein. Donc, il peut être élevé dans des infections pulmonaires bénignes, dans les hépatopathies et certaines inflammations. Deuxième leçon, un biomarqueur ne doit jamais être interprété seul, surtout s'il n'y a aucun signe clinique ou bien radiologique évocateur. Donc faites attention, on ne doit jamais interpréter un biomarqueur seul. C'est important. Troisième leçon, un suivi dans le sang, une mise en contexte sont toujours essentielles pour prendre la bonne décision, c'est-à-dire pour éviter des examens ou bien des traitements inutiles. C'est les 3 leçons qu'on doit tirer de ce cas. La première leçon, tous les marqueurs manquent de spécificité. Il n'y a pas de marqueur spécifique à 100% d'un type de cancer. Deuxième règle, il ne faut jamais interpréter un biomarqueur seul. Troisième règle, il faut toujours faire le suivi. Suivi, c'est la cinétique. On ne peut pas interpréter un seul chiffre. C'est la cinétique de ce biomarqueur et bien sûr la mise en contexte clinique, radiologique pour pouvoir interpréter correctement le résultat et bien sûr prendre la bonne décision et aussi éviter des examens et des traitements inutiles pour le patient.
Voilà, on est arrivé à la fin de cette formation. Avant de conclure, comme on a l'habitude de le faire, on va passer le post-test pour voir bien sûr votre progression par rapport au début. C'est des questions simples, on a tout évoqué, abordé dans cette présentation. Parmi les mécanismes suivants, lequel est impliqué dans la dissémination métastatique? Vous vous souvenez des trois phases? L'initiation, promotion et la prolifération. Parmi ces mécanismes, lequel il y a un mécanisme, un seul, qui est impliqué dans la dissémination métastatique, c'est-à-dire dans la migration des cellules, dans l'invasion des tissus. Lequel? Est-ce que l'hypoglycémie? Certainement non. La réplication de l'ADN, l'angiogénèse ou bien la myélination. Et j'ai bien expliqué ce concept, hein, si vous vous souvenez, si vous avez une bonne mémoire. Et oui, très bien, c'est l'angiogénèse. Tout à fait, c'est l'angiogénèse. On a bien défini ce concept. L'angiogénèse, c'est que la cellule tumorale va essayer de créer des nouveaux vaisseaux sanguins pour avoir le maximum de la circulation sanguine, maximum de nutriments, parce qu'elle se multiplie rapidement. Donc, elle va essayer de multiplier les vaisseaux sanguins pour pouvoir se nourrir, premièrement, et aussi pour pouvoir envahir les autres tissus. Très bien. Donc, vous avez trouvé la bonne réponse. Deuxième question. L'une des limites majeures des biomarqueurs tumoraux, vous avez une limite majeure, hein, c'est leur coût très élevé, leur manque d'accès en laboratoire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas accessibles dans les laboratoires, leur sensibilité et spécificité parfois insuffisante, ou bien leur non-reproductibilité. La non-reproductibilité, c'est-à-dire si on va faire le prélèvement, par exemple dans deux laboratoires, on va trouver des résultats très différents. Bien sûr, toutes ces propositions sont justes, mais on parle de limites majeures. Il y a une limite majeure. Allez-y. Laquelle? Est-ce que c'est le coût, ou bien l'accessibilité, ou bien le problème de sensibilité et spécificité, ou bien la non-reproductibilité? La limite majeure, 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 oui, C, A, D, 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 D. En fait, la bonne proposition, c'est la C. C'est parmi les limites majeures. Problème de sensibilité, de spécificité. Ce qui limite l'utilisation des biomarqueurs tumoraux en pratique. C'est vrai que les autres raisons peuvent également freiner ou bien constituer des limites. Ce ne sont pas des limites majeures. Très bien. D'autres questions. Quel complément alimentaire peut interférer avec certains dosages immunologiques des biomarqueurs tumoraux? La question, elle est simple. On l'a déjà évoqué. Oui, il y a une très bonne question dans la question. C'est vrai, c'est la biotine. La biotine interfère dans le dosage immunologique des biomarqueurs. Il y a un collègue qui a posé la question. Pourquoi? Par quel mécanisme? Par quel mécanisme cette molécule de biotine va affecter le dosage immunologique de biomarqueurs tumoraux? Très bien, je vais vous expliquer. Actuellement, les méthodes de dosage utilisées en Algérie, dans la majorité des laboratoires, utilisent ce qu'on appelle les méthodes de chimie-luminescence ou bien électrochimie-luminescence. Ces méthodes d'électrochimie-luminescence utilisent dans le réactif des particules qui sont, qui ont en quelque sorte une affinité pour la biotine. C'est des particules de streptavidine. C'est ça le problème. Streptavidine. Donc, dans les anticorps, il y a des anticorps marqués à la biotine.
C'est en quelque sorte l'anticorps de fixation. Je ne sais pas si vous vous souvenez du principe de l'ELISA. Vous avez un anticorps fixé et un anticorps libre. L'anticorps fixé se trouve dans la plaque. Vous connaissez ce principe. L'anticorps fixé se trouve dans la plaque. Et l'anticorps libre se trouve dans le réactif. Donc, vous allez mettre le sérum de votre échantillon, votre patient. Il va se fixer d'abord par l'anticorps qui se trouve dans la plaque. Et après, il y aura la fixation du deuxième anticorps qui est l'anticorps révélateur, qui contient le traceur. Le traceur peut être radiologique, enzymatique, fluorescence ou bien chimiluminescence. Ici, actuellement, dans les plateformes actuelles, il n'y a pas cet anticorps fixé. L'anticorps, il est libre. Les deux anticorps qui vont se fixer sur, par exemple, le biomarqueur, le CA15-3, se trouvent dans le réactif. L'un des anticorps est marqué à la biotine. Il est marqué à la biotine. D'accord? C'est le principe de la méthode. On ne peut pas le changer. Donc, le patient qui est sous biotine, surtout à forte dose, il va avoir de la biotine dans son échantillon, dans son sérum. Donc, la biotine apportée par le complément alimentaire, elle va interférer dans la réaction. Et elle va fausser la valeur de biomarqueur tumoral mesuré. Et ça, ce n'est pas spécifique uniquement au biomarqueur tumoral. Hein. D'accord? C'est spécifique à la méthode. C'est-à-dire, même si on va doser la TSH, ou bien on va doser FT3 ou FT4, ou bien n'importe quel biomarqueur, par cette méthode, on risque d'avoir des interférences avec la biotine. D'accord? C'est ça le mécanisme qui explique l'interférence de la biotine, la supplémentation en biotine, avec l'immunodosage des biomarqueurs tumoraux. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Voilà. On est arrivé à la dernière question de post-test. Quelle situation peut fausser un résultat de PSA sans lien avec un cancer? C'est ce qu'on appelle les faux positifs. C'est-à-dire le patient n'a pas de cancer de prostate, on va trouver des résultats de PSA élevés. Quelle est la situation qui explique cette augmentation? Prise d'antibiotiques pour angine, pratique de cyclisme ou activité sexuelle récente, sommeil prolongé ou bien douleur lombaire. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est l'avant-dernière question. Il vous reste 2 questions. Oui, si vous vous souvenez tout à l'heure, on a parlé de notions. Bien sûr, je n'ai pas utilisé le mot exact qui se trouve dans la proposition, mais j'ai évoqué le concept général. Très bien, c'est l'effort. L'effort, représenté ici par la pratique de cyclisme, et on a parlé de toucher rectal. Toucher rectal, c'est-à-dire on va en quelque sorte stimuler la glande, la prostate. La même chose, l'activité sexuelle récente, elle peut stimuler également la glande, la prostate. Donc, pratique de cyclisme, ou bien d'effort physique, ou bien une activité sexuelle récente peut provoquer une augmentation de PSA, en dehors de présence de cancer de prostate. C'est très, très important de prendre ce contexte dans l'interprétation. La dernière question, ça concerne le CA15-3. Concernant le CA15-3, que recommande-t-on pour assurer la comparabilité des résultats? C'est-à-dire, vous avez une patiente traitée pour niveau du sein, par exemple par traitement chirurgical, hormonal ou bien chimiothérapie, et vous allez faire la surveillance, vous allez surveiller cette patiente. Qu'est-ce qu'il est recommandé? Utiliser des tubes EDTA pour le prélèvement, uniquement en DTA, on ne peut pas utiliser des tubes secs. On va faire le dosage dans différents laboratoires à chaque fois. Il ne faut pas rester dans un seul laboratoire. Chaque fois, on change de laboratoire pour vérifier la fiabilité des résultats. Ou bien, on doit réaliser le dosage dans le même laboratoire avec la même méthode, ou bien conserver l'échantillon à température ambiante. Je pense que la réponse est simple. On a amplement et pleinement détaillé cette notion et insisté sur cette notion. Parce qu'on a parlé de type de prélèvement, je trouve qu'il y a des gens qui répondent A, faites attention, on n'a pas parlé de type de prélèvement.
Très bien. La bonne réponse est la C. Elle est recommandée pour assurer la comparabilité des résultats, surtout pour le suivi du patient cancéreux, de refaire. Et si vous avez changé le laboratoire, insistez sur la méthode. Au moins, utilisez la même méthode pour avoir des résultats comparables. Parce que c'est très important de faire le suivi de la cinétique. C'est ce qu'on appelle la cinétique de biomarqueurs tumoraux pour interpréter correctement les valeurs de séquence 3 et prendre bien sûr la meilleure décision. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre patience et pour votre participation et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? Pour la présentation, je vais essayer de partager le document avec Madame Saoudi, ou bien s'il y a possibilité de le partager ici sur le chat. Je vais essayer de le partager. Patienter. Le fichier est un peu volumineux. Vous pouvez patienter, d'accord? Voilà, je vais le partager avec vous sur le chat. Donc, vous pouvez le télécharger directement. Voilà, je l'ai partagé. Donc, vous trouvez le document sur le chat. Vous pouvez le télécharger. Voilà, c'est bon, il est partagé. Alors, si vous avez des questions, oui, il y a une question concernant l'inflammation. Vous avez dit que l'inflammation peut fausser les résultats. Généralement, le cancer associé à une forte inflammation. Oui, ici, on parle d'inflammation chronique. L'inflammation chronique durant le cancer, c'est une inflammation à bas grade et pas vraiment l'inflammation chronique importante. Donc, les situations d'inflammation chronique peuvent affecter les résultats des biomarqueurs, mais pas associés au cancer. Donc, quelle fiche technique et oui, bien sûr, par rapport au type de prélèvement, moi j'ai parlé d'une façon générale. J'ai dit qu'il n'y a pas de préférence entre tube sec et tube sous anticoagulant. Donc, on peut réaliser le dosage des biomarqueurs soit sur tube sec, sans anticoagulant, ou avec anticoagulant de préférence, héparine ou bien EDTA. Mais si vous voyez que le fabricant, bien sûr, ça c'est une exigence de fabricant, si le fabricant de réactifs exige de faire le prélèvement sur tube sec, il faut respecter les conditions. Bien sûr, ça c'est spécifique au fabricant. Mais de façon générale, on peut réaliser le dosage des biomarqueurs sur sérum ou bien sur plasma. D'autres questions?
Vraiment, j'ai pas compris. Oui, pour l'information, je vous ai partagé. J'ai partagé le document sur le chat. D'accord, vous revenez en chat, vous trouvez le document. Pour la liste des marqueurs des cancers associés, je peux partager avec vous, mais pas maintenant, parce que je n'ai pas le document sur le PC. Une référence exhaustive avec la liste de tous les biomarqueurs qui existent actuellement et les cancers associés. Inch'Allah, on aura d'autres occasions, ou bien je vais partager la liste avec la responsable de la formation, Madame Saouli, d'accord, pour partager avec vous. Explication, Inch'Allah, s'il y aura une autre occasion, on pourrait détailler ces biomarqueurs, parce que ça, c'était juste une initiation. S'il y aura le temps, Inch'Allah, en collaboration, en coordination avec la direction de formation, on pourra organiser notre session et on va prendre les biomarqueurs un par un et expliquer l'utilité, l'indication et avantages et limites. Pas de souci. Il n'y a aucun problème, professeur. On va reprogrammer, Inch'Allah, d'autres formations et on va expliquer plusieurs thèmes, Inch'Allah. Très bien. Donc, Madame Sabi vient de vous rassurer. Merci, merci, Madame Sabi. Merci. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on doit clôturer. Je vous remercie infiniment pour cette occasion. Merci, professeur. Merci beaucoup pour cette formation. Inch'Allah, d'autres formations, Inch'Allah, plusieurs sessions, Inch'Allah, à la prochaine. Merci pour les participants ou bonne fin de journée, Inch'Allah, pour tout le monde. Merci. Merci à vous tous. Au revoir. Recording stopped.